J'ai l'impression qu'on peut commencer, je vois plus personne qui fait la queue dehors, donc c'est que ça doit être bon. Mais écoutez, bienvenue à tous. Merci beaucoup de votre présence parmi nous autour de cette table ronde. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Marine Rabérin, directrice du segment éducation pour Lenovo au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc peut-être en introduction, juste pour vous rappeler, Lenovo, effectivement, nous sommes le premier constructeur mondial d'ordinateurs. Et pourquoi aujourd'hui on est là? Plusieurs raisons. Et pourquoi on a ce sujet? Plusieurs raisons. D'abord, effectivement, parce qu'au-delà des ordinateurs, vous le savez peut-être un peu moins, nous sommes très présents sur le monde du service, des solutions autour de l'informatique. Et donc, naturellement, les questions d'IA sont au cœur de nos questions d'innovation. Et puis, particulièrement aujourd'hui, parce qu'en fait, Lenovo a au niveau mondial une division dédiée au monde de l'éducation, qui se traduit aussi par des gammes particulières adaptées pour les élèves et pour les solutions pédagogiques. Donc au niveau mondial, au niveau de chacune des régions dans le monde, et donc au niveau de chacun des pays, dont la France. Et donc tout naturellement, quand ensemble avec notre partenaire Econocom, on a voulu proposer une table ronde, le sujet s'est un peu naturellement imposé à nous, qui était autour de l'IA. L'IA comme catalyseur d'innovation, de sécurité et de durabilité dans l'éducation. Alors ce titre, finalement, il pourrait tout à fait être changé. On pourrait d'abord mettre un point d'interrogation à la fin. Est-ce que l'IA est catalyseur? Est-ce qu'il est inhibiteur? On va pouvoir en parler aussi aujourd'hui. On espère qu'il peut être porteur d'impact positif, mais on a aussi légitimement le droit de s'interroger sur cette question-là. Et on en parlera avec nos invités, que je vais présenter tout de suite. En commençant tout de suite à ma droite. Donc, je vous présente tout d'abord Guangchol Chang JC, chef de la section des politiques éducatives à l'UNESCO. Nous avons également Guillaume, juste après, donc dans l'ordre, c'est bien pour l'instant, fondateur de la fondation IA pour l'école. Nous avons également Mathieu Jacot, qui est animateur et développeur du réseau Manche Numérique. Pascal Lazeran, ingénieur, enseignant, consultant médiateur et notamment ambassadeur du programme qui s'appelle Skills for Innovation de Intel. Et puis Clémentine Bidard, directrice de l'éducation chez notre partenaire Econocom. Merci à tous d'être présents. Merci pour votre contribution à la table ronde. Alors, pour introduire cette table ronde, moi j'avais simplement envie de rappeler ce qu'on a mis justement dans l'agenda, qui est la raison pour laquelle on a décidé de proposer ce sujet aujourd'hui. D'abord parce qu'effectivement on voit que l'intelligence artificielle, ce n'est plus un effet de mode. Je pense que vous avez pu le constater en vous baladant dans les allées. Aujourd'hui, l'IA, c'est plus simplement un concept. Ça devient quelque chose de concret. Et en devenant concret, redessine certains contours, on va dire, de l'éducation. Donc, on est toujours entre promesses d'innovation. Donc, on sait que des choses vont continuer à évoluer. Mais en même temps, elles commencent à être concrètement appliquées. Et donc, ce qui fait émerger aussi des exigences en termes de sécurité, en termes de responsabilité environnementale. Et donc, voilà, l'IA questionne, inspire, et on a envie d'évoquer ce sujet-là avec vous. D'abord, en évoquant comment ces transformations, elles se traduisent concrètement au sein des politiques publiques, mais aussi au sein des établissements, et puis au sein sur le terrain concret pédagogique. Comment effectivement on peut garantir la sécurité et la souveraineté des données, entre autres, mais la sécurité, c'est un thème aussi un peu plus large que celui-ci. Et puis comment on veille à ce que cette technologie, elle reste un levier, un outil au service de l'humain, dans une logique qui soit durable, éthique, qui est, on va dire, nécessaire de manière générale, mais on va dire encore plus dans un contexte d'éducation. Je vous tourne un petit peu le dos, mais voilà, c'est pour aussi voir mes invités. Alors, je voudrais commencer justement cette table ronde en demandant à mes invités peut-être leur point de vue sur l'état. Alors, j'avais envie de parler d'adoption, mais je pense qu'on n'est peut-être pas encore au sein de l'adoption, mais déjà d'appropriation du sujet de l'IA au sein des différentes parties prenantes du monde de l'éducation. Alors, ce qui est intéressant
en préparant ce panel, c'est qu'on a souhaité avoir des intervenants qui vont représenter différents points de vue, différents angles. Et donc j'aimerais commencer tout de suite par toi, JC, sur une vue un petit peu plus macro, internationale. Comment les instances internationales comme l'UNESCO s'approprient ce sujet de l'IA dans le monde de l'éducation. Merci Marine. Comme tu as bien dit, en fait, IA c'était quelque chose d'abstrait il y a un certain temps. Et maintenant ça pénètre nous tous, à l'école, dans des relations internationales. Donc c'était pas nouveau, mais c'est devenu quelque chose de concret. Sans parler en fait de la Covid-19 qui a été un moment de bouleversement à tous les points de vue, avec l'IA qui je pense que c'était en novembre 2022, première fois avec ChatGPT qui a pénétré l'UNESCO et donc qui a surpris pratiquement tout le monde, tous les pays, et donc les ministres de l'éducation qui sont venus à l'UNESCO demandant de faire quelque chose de concret. Donc, je voudrais d'abord dire en fait que le rôle de l'UNESCO, c'est d'abord une approche humaniste par rapport à la pénétration de l'IA et de la transformation numérique, pour que en fait, le potentiel technologique aide à combler les disparités, les inégalités, plutôt que de creuser en fait ce fossé numérique. Donc, je voudrais donner 3 exemples très rapides sur ce que l'UNESCO fait par rapport à ses fonctions de catalyseur de la coopération internationale, de standard setting, en fait, son rôle normatif et également renforcement des capacités. Premièrement, dans son volet normatif, l'UNESCO a déjà en 2019 amené tous les États membres, surtout les ministres de l'éducation, à Beijing, Chine, pour convenir d'un consensus sur l'intelligence artificielle et l'éducation. C'était en 2019, c'est-à-dire bien avant Covid. Et puis aussi, juste avant, en entrant en fait dans la période de Covid-19, à la demande des États membres, l'UNESCO est composé de 194 États membres. Donc, ils ont demandé à l'UNESCO de faire quelque chose. Donc, l'UNESCO a adopté une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle en 2021, donc pour la protection des droits humains, toutes les questions dont nous parlons aujourd'hui. Et deuxième, c'est plutôt son rôle de renforcement des capacités. Je voudrais présenter en fait les 2 référentiels de compétences sur IA pour les élèves et les enseignants adoptés, produits en 2024. C'était juste à l'introduction en fait de ChatGPT, et donc les États membres ont été un peu perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec IA dans les systèmes éducatifs? Donc, ces 2 publications sur les référentiels de compétences ont servi de cadre normatif et de renforcement des capacités. Et puis, elle a également aussi fait plusieurs activités de plaidoyer, dont je vais parler plus tard, quand j'aurai un peu plus de moments, si tu me l'accordes. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, JC, pour illustrer en fait effectivement le besoin de coopération internationale sur ces sujets-là, pour faire émerger des consensus, des recommandations communes qui peuvent s'appliquer à plusieurs États. Guillaume, moi j'aurais souhaité que tu puisses nous parler de l'appropriation de l'IA d'un point de vue établissement scolaire, enfin vie scolaire, mais aussi les parents. Si tu peux nous parler de ça. Tout à fait. Alors, je vais aller dire, pour illustrer ma réponse, je voudrais prendre 3 propos. Mon premier propos, c'est qu'hier, un journaliste me demandait quand demain l'IA va arriver dans l'école. Et je lui répondais que c'est pas demain. La nouvelle qu'on peut célébrer au cours de cette éducation d'Educatech, c'est que l'IA est déjà rentrée dans l'école. Avec la Fondation IA pour l'école, ça fait 10 ans que je travaille sur la relation apprentissage, technologie et éducation. Et depuis la sortie de ChatGPT, donc novembre 2022,
on assiste à un véritable tsunami génératif. Aujourd'hui, l'IA générative, l'IA est déjà dans les classes, tout simplement et pour une unique raison, c'est que les élèves l'ont déjà adoptée à la maison. Et ça illustre mon second propos, c'est finalement la relation parent-professeur-élève dans le cadre de l'apprentissage et, de mon point de vue, dynamitée par l'intelligence artificielle. Cette relation, elle change complètement, elle engendre un certain nombre de questions. Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui dans la classe ? Qu'est-ce que l'enfant apprend à l'extérieur de la classe ? Et comment on opère les nouvelles pratiques pédagogiques ? L'exemple le plus simple à comprendre, et je pense que vous en serez d'accord, c'est qu'est-ce que faire un devoir ? Quelle est la définition d'un devoir en classe ? Quelle est la définition d'un devoir à la maison ? Vous avez eu beaucoup, depuis que ChatGPT est sorti, il y a eu beaucoup de propos. Il y a eu des grandes universités américaines qui avaient commencé par interdire, où les services de communication avaient mis moins de 48 heures à chaque fois pour rectifier en disant non, on ne va pas interdire l'IA et l'IA générative. Donc c'était des réactions fortes qui ont été remises en cause. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre la place de l'élève. Moi, et c'est mon troisième propos, et c'est ce que j'invite chaque professeur, chaque enseignant, je pense que la posture d'enseignant a complètement changé et que la première chose aujourd'hui qu'il faut faire, c'est de laisser faire des ateliers de prompting à nos élèves dans les classes, d'observer comment les enfants apprennent l'intelligence artificielle pour apprendre aux professeurs. J'aime bien dire qu'on est souvent dans une relation inversée. C'est l'élève qui vient à l'école pour se faire enseigner. Néanmoins, aujourd'hui, c'est l'élève qui va enseigner le professeur sur l'intelligence artificielle. Michel Serres, grand anthropologue et enseignant, qui a enseigné dans toutes les écoles et universités du monde entier, disait que les anciens apportent l'expérience, les jeunes apportent la pratique. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ce sont les jeunes, ce sont les enfants qui ont fait rentrer l'IA dans l'établissement scolaire. Et aux établissements de s'adapter pour encadrer ça. Alors justement, en parlant des enseignants et des élèves, Pascal, je vais peut-être passer la parole tout de suite à Pascal. Voilà, avoir ton retour aussi sur cette appropriation au sein de la classe, peut-être pour compléter le propos de Guillaume. Donc, comme l'a dit Marine, je suis enseignant, je suis en poste devant des élèves régulièrement. Et je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire que l'IA, elle est déjà omniprésente dans les classes. Mais pas de la même façon en termes d'utilisation et des cadres d'usage que l'on peut avoir de la part des élèves, mais aussi des enseignants. Alors, côté élève, aujourd'hui, effectivement, l'impression est donnée qu'il l'utilise régulièrement, qu'il la maîtrise. Or, tout ça, ça reste du superficiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rôle de l'enseignant par rapport à l'IA, c'est d'apporter et de faire travailler les élèves autour des compétences du XXIe siècle. Et il y a une des compétences qui est mise en avant, c'est l'analyse critique que l'on peut avoir par rapport à ces nouvelles technologies. Et là, le rôle de l'enseignant a toute sa place. Tout simplement parce que ça fait partie des compétences que l'on doit apporter et développer chez les élèves. Et pour ça, la formation des enseignants, elle est importante à la fois sur ces outils, à la fois sur ces compétences. L'IA, depuis quelques années, a ouvert le champ des possibles dans ce que l'on pouvait faire en pédagogie dans les classes, que ce soit sur les enseignements technologiques, scientifiques, mais aussi sur l'accompagnement personnalisé des élèves, sur les copies, sur les préparations de copies. En retour, moi, l'expérience que j'ai sur le terrain, c'est que l'IA me fait gagner du temps. J'utilise l'IA de façon régulière, mais je sais quand je dois m'arrêter et que je dois passer à une préparation plutôt classique à partir de ce que j'ai pu générer avec de l'IA. Donc que ce soit pour des préparations de cours, que ce soit pour des préparations d'évaluation, pour préparer des évaluations personnalisées et différentes auprès d'élèves, pour éviter aussi quelque chose qu'on retrouve de plus en plus et qui est à prendre en compte, c'est les tentatives de fraude que l'on peut avoir pendant les évaluations, où là, effectivement, il faut que l'enseignant puisse être à la fois formé et savoir identifier ce qu'il va recevoir de l'élève. Donc tous ces aspects-là font qu'à un moment donné, l'IA, et c'est ce que je constate, permet de gagner du temps pour l'enseignant.
gagner du temps dans tout ce qui est préparation, mais en même temps, tout ce temps gagné, c'est du temps qu'on va pouvoir rendre dans le suivi des élèves, dans les apprentissages qu'on va avoir avec les élèves. Et donc j'y vois là, moi, un côté très positif. Merci Pascal. Alors j'aimerais maintenant sortir de la classe et me diriger plutôt du point de vue des élus et des conseils départementaux, notamment Mathieu. Manche Numérique en fait est un opérateur public de services numériques en contact permanent avec des élus, avec les conseils départementaux. Qu'en est-il pour eux justement de l'appropriation de l'IA dans le monde de l'éducation? C'est des sujets qui sont très très souvent évoqués dans différentes réunions. On entend beaucoup les élus justement parler d'IA et surtout de ses dangers. Il y a un véritable sujet sur ça. Ces élus qui sont autant des élus de communes, nous en Normandie et dans la Manche particulièrement, c'est des élus ruraux qui sont concernés et qui ont peur, une méconnaissance complète de ces sujets-là. Et ça se traduit aussi par des élus qui sont aussi au conseil départemental, donc ces élus qui ont un accès de près ou de loin avec des décisions qui peuvent être prises sur l'accessibilité dans les écoles primaires, maternelles et évidemment collèges. Ces manques de connaissances aujourd'hui, c'est même dû, je t'avais donné un exemple quand on en avait parlé, où j'avais expliqué simplement comment, via une page internet, on accédait à ChatGPT à un élu et qui me disait mais c'est incroyable. Et c'était il y a 6 mois. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, une méconnaissance complète, c'est une méconnaissance complète. Aujourd'hui, alors nous, on a une casquette un petit peu aussi via nos marchés publics, parce qu'on est une centrale d'achat, où on est un peu un côté garde-fou pour essayer justement de temporiser côté élu sur nos marchés et temporiser aussi avec nos éditeurs et nos constructeurs pour justement essayer d'avoir une approche très pédagogique. Parce qu'on avait fait aussi un parallèle avec l'IA, notamment sur le déploiement des iPads, des outils numériques dans les écoles, qui ont aujourd'hui encore beaucoup de professeurs, alors que c'est déployé depuis plus d'une dizaine d'années, qui sont très réfractaires. Je prends même un ENI, un écran numérique interactif. Aujourd'hui, pourquoi acheter un écran qui vaut 1 500 € alors qu'un tableau blanc fait très bien l'affaire, un vidéoprojecteur ou un visualiseur avec un transparent? Quel est l'intérêt? L'IA, c'est le même sujet. Il y a Google, pourquoi prendre l'IA? Et c'est vrai que le pli et la différence, qui n'est pas forcément générationnelle, mais la différence en tout cas entre un usager qui va utiliser, un élève ou un élu, un outil IA, comparé justement à d'autres personnes qui veulent le promouvoir, n'ont pas forcément la même vision de ce que c'est. Et c'est vrai que c'est, nous en tout cas, on va essayer justement de propulser un peu ça, mais aussi d'avoir ce côté garde-fou en sensibilisant, en rappelant aussi l'importance du RGPD, la souveraineté des données, comme tu as évoqué tout à l'heure. Et je rejoins un peu tout le monde un peu là-dessus, justement sur la multiplicité des interventions et des initiatives pour cette sensibilisation-là. Ouais, d'où l'importance d'embarquer tout le monde dans cette trajectoire d'IA et là où les gens en sont. Et parfois, ils en sont aux prémices. Donc, c'est important de le rappeler. Clémentine, ce que j'aurais aimé entendre de ta part, c'est le regard là plutôt des DSI. Donc là, Econocom qui est en relation permanente avec des DSI dans les instances gouvernementales locales. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour eux autour de l'IA? Je pense qu'il se passe exactement la même chose. En effet, c'est vrai que nous, on est beaucoup en contact avec les DSI un peu partout en France. Et c'est vrai que cette vague de questionnement, on la vit et on la vit aussi auprès de ces équipes-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par des DSI locaux. Mais c'est vrai que c'est d'abord sur des usages administratifs avant de parler de l'éducation. C'est évidemment sur ces pans-là que l'IA a été développée le plus. Et puis surtout, ces questions, ça peut être déjà, ne serait-ce que quelle solution choisir. C'est vrai qu'autour de l'IA générative, on a encore plein de questions et plein d'interrogations sur la bonne solution pour le bon usage. On a aussi beaucoup de demandes pour développer les compétences, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les DSI ont un déficit, évidemment, c'est normal, de compétences en interne autour de ces usages d'IA. Donc, ils nous sollicitent et ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et puis, là, je rejoins la dynamique sur l'accompagnement des enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on
de très fortes demandes de la part des enseignants. Pour vous donner un exemple, on a travaillé sur un parcours. C'est vrai que c'est pas, la question n'est plus un accompagnement théorique autour de l'IA. C'est vraiment accompagner les pratiques et comprendre comment ça fonctionne concrètement, l'utilisation en classe par un enseignant. Et donc aujourd'hui, on a travaillé sur un parcours, par exemple récemment, avec un parcours en visio. Et en fait, on a eu plus de 3000 inscrits enseignants. Donc c'est juste... voilà. Ça reflète effectivement le niveau de questionnement autour des sujets d'IA, en fait. Exactement. Merci Clémentine. Alors maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de cette table ronde, où on va évoquer ces 3 thèmes qu'on a mis dans le titre. Innovation, sécurité, durabilité, et finalement explorer l'aspect catalyseur, inhibiteur, en tout cas voir comment l'IA est liée à ces thèmes-là et comment elle peut être liée de manière positive. Et j'aimerais peut-être commencer avec la partie sécurité, sachant que la partie sécurité, finalement sous ce même mot, on peut l'aborder de différentes manières, et je crois que les personnes qui vont intervenir là, justement, l'illustreront de différentes manières. Et je commencerai peut-être par JC sur la sécurité. Voilà. Que souhaiterais-tu mettre en avant sur les questions de sécurité? Parce que je sais qu'il y a différentes manières de l'aborder. Merci. Donc Marine, j'ai vu que tu étais en train un peu d'hésiter comment poser cette question à une organisation publique internationale. Comme j'ai dit, en fait, l'UNESCO adopte toujours des approches humanistes basées sur les droits humains. Quand on vient en fait avant la sécurité, on a toujours dit en fait que la numérisation, la technologie est comme un couteau à double tranchant, avec ses côtés positifs, mais aussi avec ses risques de disparité qui se creusent. Je pense qu'en France, ça existe, mais à travers le monde, un tiers de la population mondiale n'a pas toujours accès à Internet, qui représente un peu 2,6 milliards de gens. Et puis ceux qui ont accès aussi sont un peu confrontés à des problèmes de sécurité par rapport à la protection des données, aussi de la vie privée, et ainsi de suite. Donc l'UNESCO, dans ce cadre-là, et à la demande aussi des parties prenantes de l'UNESCO, a produit cette année une publication sur AI et éducation, protéger les droits des apprenants, cette année, qui a été publiée à l'occasion de la semaine de l'apprentissage numérique. Et donc, pour un peu sonner l'alarme que l'IA, la technologie avance alors que la régulation n'arrive pas à suivre. On est un peu à bout de souffle parce que la technologie avance tellement rapidement. Dès qu'on fait quelque chose, en fait, il y a déjà d'autres choses. Donc, je pense que vers la fin de ce dialogue, il y aura un écran qui vous donnera en fait des différents exemples en fait avec le QR code dont vous allez prendre connaissance et peut-être plus davantage. Ouais. Merci JC pour cet éclairage international. Guillaume, là la sécurité elle prend peut-être un sens un peu différent, notamment avec ton expérience sur BDC. Peut-être que tu peux en dire un mot. Tout à fait. Moi, quand j'entends parler sécurité dans l'IA, ça évoque dans l'éducation prévention. Avec un enseignant qui s'appelle Guéric Chalneau, qui est enseignant de Besançon, nous avons développé depuis 2 ans une solution qui s'appelle BDC, qui veut dire Become Digital Citizen. Notre ambition, c'est quoi? C'est de former les jeunes à la prévention, à la sensibilisation et à l'esprit critique des algorithmes sur les jeunes. On a démarré cette application pour les 9-12 ans, on ira bientôt jusqu'aux 12-24 ans. Et effectivement, notre conviction aujourd'hui, c'est de dire que l'IA, les technologies d'aujourd'hui sont incontournables. Quand on voit que les États-Unis investissent 1500 milliards dans l'intelligence artificielle, suivi par les Chinois 1200 milliards, on ne peut pas en France dire voilà, l'IA, ça ne nous intéresse pas et on ne peut pas intéresser nos jeunes. Néanmoins, il faut mettre nos jeunes dessus, mais avec un esprit de prévention et donc de sensibilisation
et savoir faire jaillir un esprit critique. C'est ce que nous avons fait dans notre application BDC, qui est à la fois une application qui se télécharge en milieu familial et aussi en milieu scolaire. Je crois que le plus grand combat du XXIe siècle, il y en a deux, c'est apprendre à prompter. C'est pour moi la compétence importante du XXIe siècle. Et la seconde, c'est apprendre à développer son esprit critique. C'est aussi quelque chose qui doit se faire dans la classe, où tout à l'heure je parlais des ateliers de prompting. Prompter avec ses élèves, tout en promptant, c'est à la fois savoir critiquer le résultat donné par la machine et comprendre toute la vie algorithmique qui est faite derrière. C'est tout ça, c'est ce que j'appelle la prévention, l'esprit de responsabilité qu'il faut développer aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. Donc on a évoqué protection des droits, protection des données, protection de l'enfance. Alors moi je vais venir sur un terrain plus proche des technologies que nous on connaît avec Econocom, qui est la sécurité informatique, qui est aussi un autre angle finalement de la sécurité autour de l'IA. Oui, c'est sûr que... moi, quand j'entends sécurité, j'entends forcément sécurité informatique, confidentialité des données. Et bien sûr, quand on utilise l'IA, forcément, c'est un sujet à traiter en priorité. Alors, c'est vrai que, pour vous donner un exemple, nous, entre autres, on accompagne les collectivités en début d'année dans la mise à disposition d'outils informatiques. Et en fait, on met en place des assistances utilisateurs, donc des assistances pour les familles. Et aujourd'hui, on a développé un agent IA pour répondre, aux questions de niveau 1 et surtout en fait pour créer automatiquement des tickets pour vraiment améliorer l'efficacité et rendre aussi en fait l'expérience plus personnalisée. Et le point vraiment sécurité sur ce sujet-là, c'est bien sûr qu'en fait, on ne va pas piocher n'importe où en fait les données. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur le cadre et sur les informations qui nous ont été communiquées par la collectivité et exclusivement par rapport à ça. Et c'est très important en fait de travailler sur cet environnement. C'est un environnement vraiment parfaitement maîtrisé et sécurisé. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais faire le pont sur la partie innovation, avant de passer ensuite sur la partie durabilité. Sur la partie innovation, peut-être Guillaume, reprendre la parole un instant pour commenter justement comment l'IA et l'innovation sont des sujets qui sont évidemment très liés. Notamment sur les usages au sein des établissements, de la vie scolaire, et puis sur le foisonnement des idées et des expériences. Alors effectivement, on assiste à un foisonnement d'initiatives. D'un côté, l'Éducation nationale a pris le sujet à bras-le-corps en donnant pas mal de circulaires sur comment encadrer l'IA générative. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et de l'autre, moi, je suis ravi de constater à chaque fois que je me déplace dans un établissement scolaire, de voir que ce sont directement les communautés éducatives qui ont pris l'initiative pour bouleverser les pratiques pédagogiques. Il y en a 3 aujourd'hui qui émergent. La première, c'est comment arriver à ce qu'on appelle le Graal de l'IA, c'est-à-dire comment faire un apprentissage adaptatif, d'avoir des enseignements personnalisables en fonction du niveau de chaque élève. Donc ça, c'est l'initiative qui démarre. La deuxième chose, ce qui plaît beaucoup aux enseignants, c'est comment on arrive à créer des prompts qui permettent de créer les copies, de corriger les copies. Donc ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de produits, en France ou au Canada notamment. Et puis troisièmement, effectivement, c'est d'encadrer un petit peu les usages de vie scolaire. Moi, je pense que d'ici 3 ans, grâce à l'IA et toutes les données que nous aurons dans l'IA, on pourra faire des emplois du temps beaucoup plus adaptés en fonction du niveau des enfants. Moi, c'est une question que je pose depuis 10 ans. Si on sait analyser de la donnée sur les résultats des copies de bac ou des copies de brevet, peut-être que grâce à cette donnée, on pourra mieux aménager l'emploi du temps des matières et savoir qu'il est peut-être plus intéressant d'enseigner les mathématiques le mardi matin ou le jeudi après-midi et de faire le sport, par exemple, lundi matin. Alors, je le dis un peu dans tous les ordres, mais en tout cas, toutes ces études pratiques, je crois qu'il faut le voir 2 choses. À la fois regarder ce qui est très bien apporté et encadré par l'Éducation nationale et notamment la Direction nationale du numérique, et surtout de savoir se déplacer dans différentes communautés éducatives. Moi, je reste dans mon propos. L'IA est apportée par les jeunes. Si on observe bien comment les jeunes apprennent, utilisent l'IA, peut-être que les professeurs seront plus à même à comprendre comment utiliser eux-mêmes pour tester les pratiques. Donc à la fois avoir une approche verticale, mais surtout, je crois, aujourd'hui, comprendre cette approche horizontale où ça peut venir de n'importe qui et n'importe quand.
Et d'ailleurs, tu mentionnais à ce sujet-là, par rapport au foisonnement effectivement d'initiatives, le besoin aussi de stabilité dans le test qu'on fait au moins 6 mois, parce qu'effectivement, l'expérimentation à tout va, on a envie de la favoriser, mais il faut quand même pouvoir avoir un retour d'expérience qui soit Oui, suffisamment... complètement. Je crois qu'il y a 2 écueils à éviter. C'est vrai, quand on regarde l'actualité technologique, on pourrait changer tous les jours d'IA comme de chemise. Je ne sais pas si vous avez vu hier, Google a annoncé Gemini 3, soi-disant plus puissant que GPT 5.1. GPT 5.1 était plus fort que GPT 5 il y a 1 mois et demi. Donc c'est très dur d'avoir un avis. Donc ça, on aurait envie d'avoir la tentation de changer. Moi, mon propos, c'est de se donner du temps. Quand on démarre sur une technologie, elles sont toutes aujourd'hui de bonne facture. C'est pas grave si on n'a pas le dernier moteur. C'est un peu comme la dernière voiture. Sa voiture actuelle fonctionne très bien. Et donc, il faut savoir se poser. D'abord, toujours privilégier à la fois l'usage, privilégier le retour d'expérience, privilégier l'évaluation avant de se dire que c'est toujours la technologie qui doit être évoluée en permanence. Ouais. Merci. Et je sais, Mathieu, sur la question aussi du foisonnement de prise d'initiative, tu avais quand même une remarque très rapide, mais de retour terrain. Ouais, c'est un sujet qu'on avait évoqué rapidement, mais ça fera un parallèle avec les moyens. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises, non pas par des élus, mais par des agents dans des DSI, qui vont utiliser justement des solutions open source pour développer en interne dans leur data des outils numériques pour les agents de leur collectivité ou de leur structure pour accompagner sur de la création de notes, sur de la gestion de documents ou ce genre de choses. On est vraiment sur un usage circuit fermé, donc c'est vraiment une solution propre qui va être plus un accompagnement que vraiment une envie de développer quelque chose et de pousser l'IA. Ouais, merci. Pascal, justement sur l'innovation, qui est quand même au centre de la médiation et des pratiques méthodologiques que tu promeus. Alors oui, tout à l'heure, j'évoquais que l'IA nous permettait de gagner du temps, mais l'IA ne se résume pas à une question d'efficacité sur le temps. Elle redéfinit complètement la posture de l'enseignement et de notre métier en tant qu'enseignant. L'IA n'est pas là et ne remplacera pas l'enseignant. L'enseignant reste garant des apprentissages, du discernement numérique, redonne du sens à son action, à l'action de l'enseignant, ceci dans un environnement qui devient de plus en plus technologique et de plus en plus complexe. Et c'est là où effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure sur les compétences du XXIe siècle, elles trouvent leur place, notamment dans tout ce qui est analyse critique. Savoir utiliser l'IA quand il y en a besoin, mais aussi savoir s'en éloigner quand elle n'est pas nécessaire. Et c'est là où effectivement l'enseignant a cette liberté de pouvoir l'utiliser ou pas dans ses activités. Faire confiance à la technologie sans lui déléguer la responsabilité pédagogique ou éducative aussi. La technologie, elle est là au service de l'enseignant, dans son quotidien, dans ses cours. Et c'est à ce carrefour-là que l'ingénierie et nous, les enseignants, on trouve notre place. Oui, merci beaucoup Pascal. Mathieu, je voulais aussi t'entendre sur comment encadrer cette innovation, notamment dans un rôle de plateforme d'achat. Voilà, comment traduire cette innovation, comment la rendre concrète et déployable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on est, comme je disais tout à l'heure, le côté un peu garde-fou. On rappelle toujours que c'est important. Chaque denier public utilisé doit faire l'objet d'un marché, quelle que soit sa forme. Il y en a plusieurs. Ça peut aller du gré à gré, droit de vie, appel d'offres, etc., etc. Nous, par nos statuts, on est plus souvent sur des appels d'offres via des accords cadres. Je ne vais pas vous faire un cours sur le marché public, on n'est pas là pour ça. Mais c'est des sujets qui sont quand même assez importants et qu'on évoque. Et surtout, nous, même si on a entre guillemets une fonction commerciale, on n'a pas cette casquette de créer de besoin, mais de le comprendre et d'y répondre. Donc aujourd'hui, on a cette émergence de solutions d'IA qui arrivent autant sur la partie software que hardware.
Donc du coup avec Lenovo et aussi du coup par extension Econocom beaucoup et d'autres prestataires, on en parle énormément, c'est de comment essayer de construire le marché public de demain qui va autant essayer de partir sur des innovations technologiques avec les NPU qui sont de plus en plus développés sur quatre maintenant, grands constructeurs de chipsets aujourd'hui pour des solutions intégrées avec de l'IA, notamment pour Copilot. C'est des solutions aujourd'hui où on va avoir des calculs beaucoup plus importants, on parle de Neural Engine, etc. etc. Nous, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on l'applique et il faut qu'on suive cette innovation. On essaye de sensibiliser là-dessus, c'est important, c'est des sujets qui vont prendre de plus en plus de place. Comme je dis encore une fois, encore côté garde-fou, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, on sensibilise quand même sur cet usage-là, parce que c'est vrai que l'IA, ça a des conséquences, surtout sur vos données, et aujourd'hui où la souveraineté est de plus en plus importante, dans cette mondialisation où chaque élément peut être utilisé un peu contre soi, cette innovation, elle a des gros avantages, mais elle a aussi des risques. Et donc nous, justement, on va essayer, avec nos éditeurs et nos constructeurs, via nos fournisseurs, essayer de cadrer un peu tout ça. Et puis voilà. Oui, merci beaucoup. Juste, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on aura un temps de questions-réponses. À la fin, on a prévu, donc n'hésitez pas à noter vos questions. Si vous en avez, on les prendra à la fin, on pourra compléter nos propos. Je dis ça parce qu'on passe au troisième thème, qui est la partie durabilité. Donc si vous aviez envie de creuser l'innovation et sécurité, on pourra revenir dessus après. Là, je voudrais qu'on aborde le sujet effectivement de la responsabilité environnementale et puis de la durabilité, donc est la traduction du terme un peu plus galvaudé qui est la sustainability. Là-dessus, je voulais effectivement à nouveau entendre le propos de l'UNESCO sur ces questions de durabilité. Merci. Je vais prendre juste un exemple. Comment est-ce que nous avons vécu la période Covid-19. Parfois, les gens oublient. Et donc, quand Covid est arrivé, le monde est confiné. On a compté jusqu'à 1,7 milliard d'apprenants qui sont restés chez eux. Et donc, pratiquement tous les systèmes éducatifs ont été perdus. Et l'UNESCO a lancé ce que nous appelons la Coalition mondiale pour l'éducation, pour mobiliser la solidarité internationale et puis également les innovations que peuvent apporter aussi tous les partenaires, y compris le secteur privé. Donc on compte jusqu'à maintenant environ 200 partenaires, y compris Lenovo. Et après, on s'est rendu compte que ce sont les compagnies EdTech, si je peux dire comme ça, qui ont été les plus actives en fait, pour se préparer à l'avenir des systèmes éducatifs. Et donc l'UNESCO, sur la base de cette coalition, a créé ce que nous appelons le collaboratif pour la transformation numérique. Parce que quand on pense à la transformation numérique, il y a plusieurs entrées, points d'entrée. On peut parler en fait des connectivités, on peut parler des capacités, compétences, on peut parler du contenu du curriculum. Et aussi avec les partenaires, parfois qui sont forts dans les autres aspects et qui ne travaillent pas forcément en synergie. Donc c'est là où on a dit en fait pour la question de durabilité, etc. Donc il faut mettre tous les partenaires qui sont forts dans différents aspects autour de la table pour qu'on puisse collaborer à l'approche synergique en fait, de la transformation numérique. Et donc nous sommes très heureux en fait d'avoir aussi Lenovo qui participent de manière active à travailler, mais également à accompagner les pays sur la coordination globale en fait, de l'UNESCO. On avait eu le plaisir d'initier ces ateliers en fait, avec les gouvernements en Égypte, je crois que c'était le premier. Oui, donc juste en fait en mobilisant les partenaires, tous les partenaires, les companies et les autres partenaires locaux, compagnies locales, on organise aussi des activités de renforcement des capacités et d'intégration de la transformation numérique dans les politiques nationales, dont l'exemple comme tu as dit en Égypte, et puis aussi dans les pays d'Afrique du Nord, et également en Amérique latine, comme le Chili et le Brésil.
Oui, effectivement, c'est à travers cette approche qu'on inscrit finalement la transformation dans le temps et de manière durable. Merci beaucoup Clémentine. Un point qui a été mentionné par Mathieu tout à l'heure sur les technologies, notamment l'intégration des NPU dans les PC. Est-ce que tu veux nous en dire un mot et l'impact sur la durabilité? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que quand on parle IA et durabilité, forcément, on a quand même une vraie interrogation. C'est sûr que bon, on est sur un environnement potentiellement quand même très énergivore, mais c'est vrai qu'on a quand même des solutions qui apportent de l'espoir aujourd'hui et vraiment des choses qui sont loin d'être des utopies. Et je voulais juste vous parler 2 minutes en fait de ce qu'on appelle les copilotes plus PC. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait donc ce sont des ordinateurs qui en fait intègrent directement en fait un Neural Engine, donc un NPU, qui permet en fait de pouvoir traiter des données d'un agent IA localement. Qu'est-ce que ça change en fait l'utilisation d'une IA locale? Tout simplement en fait c'est que ça évite des allers-retours vers des serveurs externes et c'est ça en fait qui est très énergivore dans l'utilisation de l'IA. C'est ça vraiment en fait le temps de traitement que vous pouvez peut-être tous avoir utilisé quand vous faites une demande à ChatGPT. Et c'est vrai que quand on utilise un copilote plus PC, en fait on peut par exemple créer donc générer des images ou des résumés, traiter des opérations localement. Et donc en fait, ça réduit tous ces impacts-là et même ça réduit en fait aussi l'utilisation de l'autonomie des machines, des batteries. Et bien sûr, ça reste dans un cadre sécurisé, mais bon, ça, je ne vais pas en reparler. Merci beaucoup Clémentine. Guillaume, peut-être aussi, tu avais une remarque sur cette question de durabilité. Alors, moi, je crois qu'il y a 2 choses à dire aujourd'hui. La question de l'environnement dans la tech, il y avait avant ChatGPT et après. Avant ChatGPT, tous les acteurs américains, comme Microsoft, Amazon, s'étaient engagés à être carbone neutre ou carbone positif en 2050. L'arrivée de ChatGPT a tout changé parce que faire des prompts, ça consomme énormément. On disait en 2022 qu'un prompt, c'était environ 1 kg de bananes ou 2 kg de bananes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, notamment là, avec l'arrivée des IA chinoises comme DeepSeek, on crée un phénomène de ce qu'on appelle distillation. On a réduit la consommation énergétique des prompts. Néanmoins, il faut se poser la question de comment on va arbitrer toute cette question environnementale avec ses besoins de prompting quotidien. Deuxième sujet, c'est avec tous ces milliards engagés, et c'est un questionnement qu'ont les grands acteurs de la technologie mondiale, c'est est-ce que finalement on aura assez de puissance énergétique? Donc d'un côté, on a la question de la consommation, et de l'autre, on investit des milliards, mais on ne sait pas si on aura assez de capacité énergétique pour arriver à ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais apparemment Microsoft cherche à racheter des mini-centrales nucléaires pour ses propres data centers pour pouvoir répondre à ses besoins. Et donc, dernier point très simple, c'est comment nous, les éducateurs au sens large, on accompagne nos jeunes pour bien comprendre le besoin de prompter par rapport aux besoins de consommation et aux besoins de respect de la planète. Typiquement, nous, dans BDC, on a développé un module écologie responsable. C'est comment apprendre à prompter de manière plus sereine, plus durable à nos enfants. Dit autrement, est-ce que tous les jours, quand les enfants mettent avec leurs parents Waze pour faire leur domicile, leur établissement scolaire, est-ce que c'est forcément utile, sachant que globalement, on arrive toujours à la même heure à l'école, malgré quelques accidents bien entendu qu'il peut avoir. En tout cas, l'aspect là aussi, encore prévention et durabilité est un grand sujet, notamment pour les éducateurs. Ouais. Merci beaucoup. Alors là, je voudrais maintenant passer à la troisième partie de cette table ronde, parce qu'on a évoqué les constats, on a évoqué effectivement les liens entre l'IA, innovation, durabilité, sécurité, mais finalement, on a bien compris qu'il y a énormément de questionnements, de tâtonnements et un besoin d'accompagnement. Et c'est sur ces sujets-là que je voudrais faire réagir mes invités aujourd'hui. Finalement, quels sont les moyens qui sont mis à disposition du monde éducatif pour avancer sereinement sur ces questions-là. Et chacun d'entre vous, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que chacun a un angle d'approche différent. Je voudrais peut-être commencer, Clémentine, par toi. Quel type d'accompagnement tu
tu vois émerger aujourd'hui? Oui. Alors, c'est sûr que on est comme tout le monde, hein, on est encore en phase de réflexion et de construction, mais c'est vrai que là, on travaille, par exemple, en fait, sur vraiment une solution IA qui permet en fait vraiment d'accompagner les collectivités et même les entreprises privées de manière évolutive, et vraiment en fait en partant de votre cadre en fait et de vos besoins concrets. Et l'idée c'est qu'en fait comme tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut que ça s'inscrive dans ce que vous faites actuellement, que ça soit déployé sur un cloud privé ou souverain, et surtout en fait que ça soit adapté à l'environnement et avec tout un panel d'accompagnement technique. Donc c'est un travail, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu, voilà, on est pour le moment sur Shiva et on travaille au fur et à mesure à tailler la sculpture. Merci beaucoup. JC, sur les moyens d'accompagnement. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, au niveau de l'UNESCO, en ce qui concerne l'accompagnement, quand les ministres de l'éducation du monde entier viennent à l'UNESCO, et dont certains posent la question de savoir quel est l'impact de l'IA et donc la technologie en fait sur l'éducation, donc les acquis d'apprentissage scolaire et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on a vraiment la réponse? Je pense qu'on a quelques éléments de réponse, mais on voulait savoir également dans quelle mesure les solutions de l'IA et aussi tech applications tiennent compte en fait de la recherche, de l'évidence, des preuves. Et donc, nous avons juste réalisé en fait une enquête auprès des EdTech companies, et on se rend compte qu'en fait il y a une grande proportion de solutions et applications en fait informatiques ne tiennent pas compte vraiment en fait de ce que en fait la science de l'apprentissage dit, également ne tiennent pas compte de la diversité et même si on parle de la personnalisation etc., ne tient pas compte de diversité. Et également, voilà, donc c'est ce que nous avons trouvé, et nous allons partager les résultats de cet apprentissage dans des événements que nous allons organiser très, très bien. Oui, je le rappellerai tout à l'heure, et peut-être tu le diras en conclusion, 2 colloques à venir, où chacun peut s'inscrire et être invité, on les rappellera tout à l'heure. Guillaume, sur les moyens également. Alors, les moyens, c'est toujours la question qui fâche un petit peu. Parce que c'est pas simple aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de solutions. Je l'ai dit tout à l'heure, les pratiques qui marchent aujourd'hui sont d'abord les pratiques horizontales qui sont lancées par chaque communicative, donc les moyens sont un petit peu différents. La vraie question, c'est que aujourd'hui, l'IA, ça s'apprend. Donc ça s'apprend, donc c'est avoir accès à des outils pour les utiliser. Et deuxièmement, c'est des temps de formation. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on va donner plus de temps, plus d'initiatives encore à nos professeurs pour se rapprocher des élèves. Et donc, il faudra bien chiffrer ça. Pour être complètement lucide sur la question des moyens, c'est pas forcément dans l'air du temps aujourd'hui. Il y a d'autres priorités que vous connaissez. On est en période de réduction budgétaire. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment, à quel niveau aujourd'hui on pourra former de façon de grande ampleur, un nombre conséquent de professeurs à l'IA et l'IA générative. Je crois que chaque professeur aujourd'hui doit avoir comme envie personnelle d'apprendre à prompter. Alors quand je dis ça, il y a toujours des réticences. Moi j'ai déjà eu pas avoir des débats assez pas faciles avec des professeurs de mathématiques qui avaient 35 ans d'expérience, et quand on leur a demandé de résoudre une équation dans Mistral, c'était pas facile, donc il y a le choc psychologique aussi. En tout cas, la question des moyens, il faut véritablement se dire qu'on aura besoin d'investir. Pas simplement aujourd'hui, la question de l'IA, c'est pas simplement mettre des milliards dans les data centers. Les Américains et les Chinois le font mieux que nous. L'Europe est derrière ça.
Et donc, moi, mon expression favorite, c'est de dire on n'a pas les moyens de faire la voiture, mais on a toujours le moyen d'investir sur le pilote ou la pilote. Donc ma réponse est très simple, c'est de se dire mettons des moyens sur la formation, et donc le pilote aujourd'hui ou la pilote, c'est bien entendu nos enseignants. On l'a bien compris. Et tout un chacun finalement aussi. Pascal, sur les moyens. Donc sur les moyens, le cadre général de l'éducation nationale définit que l'utilisation de l'IA doit se faire dans le cadre d'une valeur ajoutée apportée à la pédagogie. Et donc ce cadre-là, en termes de valeur ajoutée, passe par une bonne compréhension de la technologie qui est de plus en plus déployée. Pour ma part, en ce qui me concerne sur cette technologie, il est, selon moi, important d'accompagner les enseignants dans la bonne prise en main de ces nouvelles technologies qui arrivent dans les établissements scolaires. Quand je dis technologie, c'est toutes les technologies qu'il peut y avoir dans les classes. Il n'y a pas un type de matériel, il y a plusieurs types de matériel, il y a plusieurs marques différentes, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs OS, il y a plusieurs types d'activités que l'on peut générer avec. Et dans ce cadre, j'ai la particularité depuis 3 ans d'accompagner un projet d'accompagnement des enseignants autour d'une ressource qui a été créée avec Intel sur le programme Skills for Innovation d'Intel qui, en plusieurs parties, permet de faire monter en compétence les enseignants sur l'appropriation de la technologie dans le cadre quotidien des apprentissages. En partant d'un niveau néophyte à un niveau mentor qui nous permet effectivement de mieux s'approprier la technologie et de savoir la restituer en classe avec les élèves. Et puis en même temps, il y a des cours, il y a des séances de cours qui sont toutes prêtes que l'on peut adapter. Et on y retrouve de plus en plus maintenant des activités intégrant l'IA qui sont mises à disposition des enseignants, qu'ils peuvent adapter en fonction de leurs thématiques et leurs objectifs pédagogiques. Merci beaucoup Pascal. Mathieu ? C'est bon. Oui, alors les moyens. Vaste sujet. Donc les moyens, on a un rôle en tant qu'opérateur public de services numériques. C'est un rôle de conseil, c'est un rôle de prévention, c'est un rôle de sensibilisation. C'est un rôle qui nous a été donné par les élus parce qu'on est un syndicat public. Donc on a justement une vocation à assurer un service public. On a la chance de faire partie d'une association qui s'appelle Déclic, qui réunit justement les différents OPSN de France, qui aborde ces sujets très régulièrement. On a des forums, on a des réunions une fois par an, justement qui servent à aborder ces sujets d'innovation, et donc notamment là, en ce qui concerne l'IA. On a des maisons qui se créent, je pense aux Alpes-Maritimes, du coup avec MIA, donc c'est des maisons d'intelligence artificielle qui justement servent à attirer autant des faiseurs que des élus pour justement cette partie sensibilisation, formation, etc. On a plus proche de chez nous, dans la Manche, la région Normandie qui porte aussi des projets via des aides de fonds FEDER pour des entreprises autant privées que publiques, pour des établissements plutôt publics, sur justement l'utilisation d'IA plus locale, donc normande, donc c'est des initiatives locales. Tout ça pour justement essayer d'apporter, d'impulser ces solutions-là. Nous, en tout cas, Manche Numérique sur notre centrale d'achat et les interventions qu'on peut avoir, en tout cas à titre personnel quand je me déplace sur le terrain, je vais vraiment avoir plus ce côté sensibilisation, information qui va être important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme tous les outils numériques ou toutes les choses comme ça. J'avais fait part de cet exemple-là, où j'étais allé dans une collectivité et j'avais fait une recherche en amont sur des projets éventuels qu'elle aurait pu, ou des marchés qu'elle aurait pu faire. Et j'ai juste fait en fait une recherche sur le chat GPT. J'ai intégré le nom de la collectivité, des mots-clés du style marché public, l'année ou d'éventuels sujets qui pourraient être évoqués. Et j'ai pu en fait savoir directement quel type de marché allait être fait, les dates, etc., etc. parce que c'était des choses qui étaient
du coup utilisé sans aucune censure via des prompts sur ChatGPT. Ça fait partie des rôles de sensibilisation qui sont très importants et qu'on essaie justement d'apporter aux collectivités. On n'a pas un rôle de formateur, on n'a pas un rôle d'expert, parce qu'on en est très très loin. C'est un sujet, l'IA, qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qui a explosé, comme justement l'a dit justement tout à l'heure Guillaume, via ChatGPT, avec pluralité d'utilisateurs aujourd'hui, parce que c'est accessible pour tous et gratuitement. Voilà, donc avec un simple, et même si peu de gens le savent, en tout cas chez nous, un simple accès à Internet. Mais voilà, c'est des sujets qui sont utilisés en tout cas pour justement promouvoir un peu le numérique, mais avec des réserves. Et je t'avais aussi fait un petit parallèle que justement j'utilise pour reparler de ça avec certains professeurs et certains élus. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler donc, sur le sujet notamment d'un professeur qui avait utilisé Victor Hugo, une biographie qui devait justement être générée que via un prompt de ChatGPT. Elle qui était experte dans le domaine et qui connaissait très bien son sujet, qui a pu démonter quasiment point par point les différents on va dire, essais qu'avaient fournis les élèves sur cette biographie qui était du coup utilisée en copier-coller de ce que pouvait dire ChatGPT. Donc non, l'IA n'est pas infaillible, l'IA n'est pas parfaite parce qu'elle se sert d'informations qu'on lui donne. Donc si on donne des mauvaises informations, elle se servira de ces informations sans forcément tout comprendre. Donc on a ce rôle de sensibilisation qu'on va continuer à faire. On va multiplier les moyens. Aujourd'hui, on est sur des événements, en tout cas encore à notre échelle, à Cagny, là, le 4 décembre, on fait un événement sur l'IA pour les collectivités, on fait intervenir des personnes, on va continuer à le faire, on fait des webinaires qui sont accessibles aussi, qui sont là aussi pour informer avec des formats assez courts. On est sur du 45 minutes avec des formats de questions-réponses qu'on va continuer à faire. Le but toujours, c'est de multiplier les interventions, c'est de multiplier l'investissement humain qu'on va mettre justement là-dedans, parce que voilà, l'IA est là, il faut le faire, quoi. Merci beaucoup Guillaume. En conclusion, ce que j'aurais aimé entendre en 30 secondes pour chacun d'entre vous, peut-être une réflexion, un commentaire, un appel que vous voudriez faire auprès de l'audience, ou un mot avec lequel vous aimeriez laisser notre audience. Peut-être JC ? Et je vais partager, parce que je sais que... Oui, voilà. Juste rapidement, alors le monde a changé, alors que le seul instrument international qui régit sur le droit à l'éducation date de 1960, donc il est vieil de 65 ans, et on n'avait pas IA et on n'avait pas la technologie. Donc l'UNESCO réfléchit. Donc le 9 décembre, on organise un symposium international sur le futur, l'avenir du droit à l'éducation. Donc vous avez le QR code, vous êtes invités. Deuxième événement qu'on organise, c'est que aussi, comme je vous ai dit, donc il faut qu'il y ait une collaboration un peu plus rapprochée entre les développeurs de solutions et les pédagogues, les recherches. Et donc on organise aussi une conférence sur les sciences de l'apprentissage et l'apport en fait du numérique. Et donc le 11 et le 12 décembre, donc vous êtes invités également à venir participer au débat de ces événements. Merci beaucoup JC. Clémentine, en conclusion ? Alors, moi, ma conclusion, ça va être en effet rapide, c'est déjà initier le sujet, si ce n'est pas déjà fait. Soutenez les enseignants, je pense que c'est vraiment très important, et surtout définissez un cadre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur une charte de l'utilisation de l'IA, c'est peut-être déjà une première étape. Avec les do's and don'ts en bon franglais. Merci. Guillaume ? Très simplement, on a parlé pendant cette petite heure passée ensemble, innovation, durabilité, sécurité. Moi, je voulais terminer sur une citation d'Ernest Renan, qui est un des grands philosophes du 19e, qui disait que l'essentiel dans l'éducation, c'est pas forcément la doctrine enseignée, c'est l'éveil. Et je crois que c'est la même chose pour l'IA. L'essentiel dans l'IA, c'est pas de se dire que ce qu'on a appris aujourd'hui, ça sera pareil demain.
Ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est de créer cet éveil dans l'IA dans l'école. Moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse, et c'est le thème de ma fondation, et ce que la technologie permet d'apprendre. Et je crois que le plus important, c'est d'éveiller nos enfants, d'éveiller nos professeurs dans le temps, avec beaucoup de clémence, pour leur permettre de dire que voilà, ce monde de l'IA qui arrive, encore une fois, c'est un vrai tsunami génératif dans l'éducation, et on n'a pas fini d'entendre parler. Effectivement, merci. Mathieu, puis Pascal. Oui, donc, voilà, rapidement aussi, donc, je vais rejoindre Clémentine, j'allais t'appeler Clémence, Clémentine, sur justement les chartes, c'est hyper important. Nous, voilà, ça vous donnera un cap pour tout ce qui est justement souveraineté des données, sensibilisation, etc. Il y a des modèles qui existent, je sais que les Yvelines le proposent, vous trouvez ça aussi directement sur Internet, la bande des territoires l'a aussi proposé. Partez sur de l'existant, ne réinventez pas la roue, ça ne sert à rien. Mais surtout, justement, utiliser ces chartes, c'est très, très, très important. Donc oui, moi, le maître mot, c'est, voilà, l'IA, c'est bien, mais utilisez-le intelligemment, parce que ça coûte cher, en ressources, et on en a de moins en moins sur la planète. Et sur aussi vos données, parce que du coup, tout ce que vous mettez, quand vous utilisez l'IA gratuite, et du coup, ça ne sera plus à vous. Merci. Pascal. Au travers de tout ce qui a été dit là, c'est vraiment ce carrefour qu'il y a entre la technologie, l'ingénierie, l'éducation que se positionne l'IA, et c'est là où effectivement le rôle de l'enseignant est important. L'IA doit nous permettre d'amplifier notre action et notre rôle en tant qu'enseignant, et de ne pas le diluer parmi tout ce qui a été évoqué, toutes ces technologies. Et là-dessus, on en est encore au début en termes d'accompagnement des enseignants pour qu'on puisse trouver notre place avec l'IA dans la classe. Merci beaucoup à tous. Et avant de vous laisser repartir, si vous pouvez encore rester quelques instants, j'aimerais peut-être proposer à la salle, si vous avez des questions, si vous avez envie des remarques. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent ou si je me déplace. Je me déplace, ok. J'ai l'impression. Bonjour, alors je vais faire comme à l'Assemblée. Ma question se pose sur Econocom. Alors, vous avez des flottes existantes de devices très, très hétérogènes, donc, et Windows avec Windows 11. Donc, comment intégrer l'IA sur ces flottes, et aussi bien à l'école qu'à domicile? Merci. Clémentine, tu es inspirée. Oui, vaste question, c'est sûr. Merci. Alors, bien évidemment, l'idée, ça va être, tout dépendra clairement des solutions dont on parle, parce que bien évidemment, toutes les solutions aujourd'hui ne peuvent pas intégrer aussi simplement l'IA. Maintenant, c'est vrai que l'idée, c'est toujours pareil. On est sur des solutions qui sont évolutives, et l'objectif est qu'en effet, tout ce qu'on propose aujourd'hui est déjà disponible avec une utilisation d'IA. Et donc, on va dire que dans les 2-3 prochaines années, l'intégralité des flottes dont vous parlez sera utilisée. Enfin, on pourra utiliser 100% de l'IA. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai l'impression, madame et monsieur. Oui, moi j'ai une question pour Monsieur Chang pour ces événements de l'UNESCO. Quand vous dites on va pouvoir écouter et échanger sur ces sujets, après à qui exactement on fait remonter ce qui en sort? Est-ce que ça a un vrai impact à chaque fois? Est-ce qu'on peut vraiment juger des retombées? Et est-ce que les universitaires sont bienvenus? Ok, donc rapidement, je peux en parler à longueur de journée. Donc l'UNESCO est une organisation intergouvernementale composée des États membres, et donc ce sont les États membres qui nous demandent de se prononcer sur un certain nombre de questions. Et donc ce que nous faisons, c'est que c'est pas l'UNESCO qui décide de ce qu'il faut faire, c'est plutôt la voix collective avec des États membres et aussi des experts de différents pays qui nous conseillent pour venir avec des instruments normatifs
à recommander au gouvernement pour que les gouvernements tiennent compte dans l'élaboration de leurs instruments normatifs, politiques et ainsi de suite. C'est comme ça qu'en fait, il y a différents instruments que l'UNESCO a produits qui ont eu des retombées positives dans la réflexion et également dans la préparation des textes juridiques en fait dans différents pays. Donc voilà, donc c'est des recommandations qu'on formule aux États pour qu'ils puissent en tenir compte et aussi à travers aussi l'apprentissage mutuel, réciproque entre les différents États membres, que ce soit qu'ils viennent des pays développés ou des pays en développement. Merci. Bon, moi, ma question, c'est M. Guillaume. Il a dit que les enseignants apportent l'expérience et les élèves la pratique. Mais il se trouve que dans nos pays, plus on avance, c'est-à-dire qu'on insère la formation de l'IA dans les établissements, plus le niveau des enfants chute. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour relever le défi là? La Guinée. Oui. Alors, je ne suis pas forcément aligné sur ce que vous venez de dire. Il y a une expérience actuellement au Nigeria, dans une classe de décrocheurs, donc des élèves qui avaient décroché complètement leur envie d'apprendre. On leur a mis entre les mains ChatGPT ou une autre, peu importe, une IA générative. Eh bien, écoutez, au bout de 9 mois, les résultats étaient excellents. Ils ont envie d'apprendre. Donc, je ne suis pas forcément aligné sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire plus il y a de technologie, plus le niveau baisse. C'est pas de la technologie en soi qu'il faut récriminer, c'est parfois le temps d'écran. Il faut séparer la technologie, qui est un moyen d'apprendre, du temps d'écran, où aujourd'hui, effectivement, nos jeunes sont confrontés à un monde absolument incroyable, hein, avec Netflix, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous voyez, je crois qu'il faut faire la part des choses entre la technologie qui, de mon point de vue, peut permettre de développer des compétences d'apprentissage et effectivement, vous l'avez dit, parfois nos élèves sont moins assidus à apprendre parce qu'ils sont beaucoup divertis par d'autres supports. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il va falloir quand même qu'on laisse la salle, mais on a une dernière question. Je vous laisse la poser. Merci. Je tenais d'abord à vous remercier pour le panel. Ma question porte sur la durabilité de l'usage de l'IA, pas la durabilité de l'IA. Donc vous avez parlé d'engagement des apprenants, vous allez parler d'une charte. Donc, quelle est l'étape qui vient après la charte, selon votre expérience, pour assurer que l'usage de l'IA reste durable, que ça ne soit pas sur la base du volontariat des profs, mais qu'il y ait une approche peut-être générique, établie en école, université, pour assurer justement cet usage? Donc, c'est une question pour vous tous. Alors moi, je vais faire une réponse côté enseignant et établissement. Déjà qui est l'établissement d'une charte dans les établissements quant à l'utilisation de l'IA par les élèves et aussi pour les enseignants, ça me semble être quelque chose d'important à mettre en place et de montrer une dynamique de l'établissement. De toute façon, il faudra faire avec l'IA. Maintenant, il faut le faire dans un bon cadre et avec des règles, des recommandations qui sont mises en place dans chacun des établissements, qui peuvent être adaptées à chaque établissement. Voilà. Juste parce qu'il y avait la question aussi de la durabilité, c'est aussi un sujet qui est important. Comment on peut se projeter dans le futur, ça sur 5, 10, 15, 20 ans? On ne peut pas. Parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, nous, la France, on a la chance, on vend de l'électricité. Donc on peut alimenter des serveurs, mais il y a d'autres pays où ils ne sont pas décarbonés et ils sont obligés d'utiliser des énergies parfois même fossiles, du coup, justement, pour pouvoir alimenter tout ça. Et donc il y a un vrai sujet, il y a une vraie question, mais en gros, on est un peu, malheureusement, sur l'évolution des technologies, presque au pied du mur, en se disant, si on ne fait pas, les gens feront sans nous et on ne pourra pas l'intégrer dans des processus d'éducation qui sont pourtant nécessaires pour la sensibilisation et l'apprentissage de ces élèves. Et si on ne prend pas le pli, malheureusement, on va passer à côté de quelque chose. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le numérique. On a énormément d'initiatives, de tablettes qui sont déployées dans des conseils départementaux qui prennent la poussière parce qu'on a dit on va mettre des millions, on va investir là-dedans, ça va être génial, mais derrière, il n'y a pas de suivi et donc du coup, il n'y a pas d'utilisation. Donc si on ne l'intègre pas dans les cursus dès maintenant, on va se retrouver en fin de compte à, même si la technologie s'arrête dans 10 ans pour X raisons, eh ben, on ne sait pas.
Et donc autant faire comme si on part sur le principe où c'est pérenne. C'est une situation qui va continuer des années et ça va peut-être remplacer beaucoup de choses. Et justement, essayer de comprendre comment ça fonctionne et essayer de bien l'utiliser. Merci beaucoup. Et juste, JC, vous voulez répondre rapidement à monsieur sur le cas de la Guinée? Non, je suis très heureux de vous voir en fait poser cette question. Et venant de la Guinée qui fait partie de l'Afrique subsaharienne, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut réfléchir ensemble dans un contexte où la taille moyenne de classe est environ 80, 100, etc. Avec très souvent les enseignants qui sont moins formés que dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un potentiel que les technologies peuvent apporter pour améliorer et l'accès à l'éducation et le niveau des acquis scolaires? C'est un bel appel à collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. On espère que cette table ronde vous apporte un éclairage intéressant sur ces questions d'IA. Et puis on vous retrouve, que ce soit sur le salon ou en bas de l'estrade, c'est pour ceux qui voudraient continuer l'échange. Mais en tout cas, bonne continuation pour cet après-midi. Bon appétit à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à tous les panélistes. Merci.